Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour mon update lecture du mois de février. On est le 24 mars, j'ai énormément de retard dans la publication de mes vidéos. Je vais bien, tout mon entourage va bien, mais ces derniers temps n'ont pas été faciles pour moi. Je vais pas rentrer dans les détails, sachez juste que ça va, voilà. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Mais c'est pas évident en ce moment. Ça fait plusieurs semaines que c'est pas évident. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo depuis quasiment un mois, je crois bien. J'avais tourné pas mal de choses, mais finalement, ça me plaît plus. Donc j'ai tout supprimé. Je vais reprendre un rythme beaucoup plus light pour moi, avec, j'espère, une vidéo par semaine. Il y a quelques temps, vous en aviez 3 par semaine. C'était beaucoup, et là avec mon rythme de vie, on va dire, c'est plus possible pour moi de faire autant de vidéos. Pareil pour les vlogs, je mets une pause pour l'instant sur les vlogs. C'est effectivement un format de vidéo que j'adore regarder, mais qui demande énormément de boulot et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'énergie pour faire des vlogs, malheureusement. Peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, les vlogs reviendront. En tout cas, pour l'instant, c'est voilà, en stand-by. Je vous fais donc mon update lecture du mois de février à la fin du mois de mars. Tout va bien, vous aurez bientôt l'update lecture du mois de mars. C'est pas très grave. En tout cas, on est parti. Et comme dit, j'espère que le rythme sera tel que je l'entends et de manière positive, on va dire. Donc, on est parti avec mon update lecture pour le mois de février et je commence comme d'habitude par les statistiques. En février, j'ai lu 9 livres, dont 8 en version physique. Sur les 9, il y en a 2 que j'ai lus en version audio et il y en a un que j'ai lu en version numérique. Ça me fait un total de 3343 pages pour l'intégralité du mois, ce qui représente à peu près 119 pages par jour, ce qui est juste énorme. Et on est toujours sur une moyenne de 4 étoiles sur 5 sur Goodreads. J'ai intégré 10 livres à ma pile à lire et je n'en ai supprimé aucun. Le premier livre que j'ai lu au mois de février, c'était Une glace ou la mort de Gareth P. Jones. Il était dans ma palle des cartes pour un roman avec 4 mots dans le titre ou plus. Et il était également dans ma pile à lire pour le Polarthon pour un titre avec un mot dans le champ lexical du froid. Glace étant un mot qui fait partie du champ lexical du froid, ça marchait bien. C'est un récit paranormal, un petit peu horrifique. C'est une succession de nouvelles en réalité qui se déroulent toutes dans un même lieu, dans une ville qui s'appelle Larkin Mills et qui n'est pas une ville comme les autres puisqu'elle elle détient 2 records du monde, 2 records tout court, le record des meilleures glaces du pays et le record du plus grand nombre de morts improbables. On va suivre donc plusieurs nouvelles, je crois qu'il y en a 13. J'ai un doute maintenant, 12, 13, quelque chose comme ça. C'est un chiffre assez... Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, c'est ça. Il y a 13 nouvelles. Et donc on va suivre un personnage à chaque fois, mais on va également suivre des chronologies plus ou moins différentes. Tout ne se déroule pas à la même époque, mais parfois les personnages ont un lien avec d'autres histoires. Le lieu est toujours le même, mais il y a également des boutiques par exemple qu'on va revoir à plusieurs reprises. Et effectivement, on a pas mal de morts improbables. C'est très lugubre, on n'est pas vraiment sur de l'humour noir, on est vraiment sur quelque chose de sombre, mais pas forcément hyper humoristique. C'est limite un peu série B. Alors j'ai apprécié cet aspect, mais pas non plus énormément. J'ai pas spécialement apprécié ma lecture en général. Disons que c'est pas le plaisir global à la lecture qui lui a mérité sa note, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance, le style de l'auteur, le concept de base et la logique derrière chaque histoire, puisque quand on arrive à la fin, donc, dans la dernière nouvelle, on comprend de quelle façon toutes les histoires sont liées les unes aux autres. Alors même si la façon dont elles sont liées ne m'a pas forcément plu, j'ai trouvé que c'était extrêmement logique et très clair de la part de l'auteur. Et le fait de dévoiler cette information seulement à la fin, c'était très bien pensé. J'ai pas apprécié énormément les personnages et comme je vous l'ai dit, au-delà de la logique et du style de l'auteur que j'ai trouvé vraiment très bon, j'ai pas
vraiment énormément apprécié ma lecture. Je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copile il a atteint la note de 7,43. Ce n'est donc pas un titre que je vais garder parce que je sais que je ne le relirai pas. Il est donc probablement déjà dans ma boutique Rakuten et je pense que je vais le mettre également sur Vinted. Ensuite j'ai lu Frostheart, le tome 1, Le Chant des monstres de Jamie Littler. Il était dans ma pile des cartes pour un titre avec 3 fois la lettre E et il était dans ma pile à lire du Polarthon pour un roman avec de la magie qui a un lien avec la glace. Dans cette histoire on va faire la rencontre de Ash qui est un petit garçon qui vit dans un village entouré par la glace, d'où la magie de la glace, parce que sous la glace vivent des léviathans, des espèces de monstres. Ash a un don, il est capable de chanter et de se faire comprendre des léviathans. Son village va le bannir parce que ce don leur fait peur. Les villageois ont l'impression que Ash est manipulé par les léviathans qui sont leurs ennemis, qui sont vraiment des créatures qui leur en veulent et qui tentent de les attaquer assez régulièrement. Et Ash du coup va se retrouver à bord du Frostheart, cette espèce de navire qui vogue sur la glace, avec un équipage absolument improbable de personnages tous plus barrés les uns que les autres. Et il va partir en quête de son identité. Il aimerait savoir d'où il vient, d'où lui vient ce don, et il va essayer surtout de retrouver ses parents qui étaient des explorateurs et qui ont disparu au cours d'une de leurs aventures, et Ash ne les a jamais revus. Donc il va essayer de partir à la recherche de ses origines et de ses parents. C'est un récit de fantasy, d'aventure. On est sur du middle grade, donc pour la jeunesse à partir de 9 ans, je dirais, parce qu'il y a quand même des passages assez sombres. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est illustré. Voilà. Et les illustrations sont vraiment très 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 jolies. On a même des illustrations en pleine double page. Donc c'est très 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 chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, ce côté glacial pour le mois de février, c'était parfait. J'ai pris énormément de plaisir à le lire, ça s'est lu très très vite. En ce qui concerne le style de l'auteur, l'histoire, l'intrigue, etc., rien de phénoménal, mais c'était quand même, on va dire, dans la moyenne haute du type d'histoire que j'apprécie de lire. Du coup, je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copile, il a atteint la note de 7,43. Vous allez vous dire, mais c'est exactement la même note que Une glace ou la mort. Oui, c'est vrai, mais quand je fais la moyenne de toutes les notes, c'est la même chose. Sauf que Une glace ou la mort, en plaisir global à la lecture, il a reçu 4 sur 10, alors que Frostheart, en plaisir global à la lecture, il a reçu 8 sur 10. Donc même si c'est la même moyenne générale, les notes sont totalement différentes. C'est pour cette raison que Frostheart, je vais le garder et je sais que je le relirai avec plaisir. Et j'ai très très envie de découvrir la suite de la série. Le tome 2 est paru en français en septembre de l'année dernière et le tome 3 est paru à peu près à la même période en VO et ne devrait pas tarder à être traduit, je pense, en français. Donc c'est une trilogie et c'était très sympa. Ensuite, j'ai lu Girl, Serpent, Thorn de Melissa Bachadost et c'était ma lecture bonus en VO. Je l'ai lu. Vive moi! Je suis contente. C'était trop bien. C'est de la fantasy, c'est une réécriture de La Belle au bois dormant. On est sur une réécriture queer, mais pas forcément romancée, enfin en mode romance big love, parce que la romance, même si elle est présente sous un format assez particulier. On va faire la rencontre de notre personnage principal qui est venimeuse au toucher, c'est-à-dire que si elle touche quelqu'un ou si quelqu'un touche sa peau, que ce soit au niveau du visage, des mains, des cuisses, ce que vous voulez, sa peau, un endroit de sa peau, cette personne sera empoisonnée et mourra dans d'atroces souffrances. Ça s'est déjà produit principalement sur des animaux et notre héroïne va essayer de se débarrasser de ce don, de cette malédiction plutôt. Et on va suivre donc ses aventures dans un univers de fantasy inspiré en partie par La Belle au bois dormant. On a tout un jardin de roses avec les ronces, etc. Et à la fin, je ne vais pas vous le dévoiler, mais on sent un peu plus l'ambiance château de La Belle au bois dormant. C'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé
Le pitch de base, vous savez que j'adore les réécritures de contes, donc forcément ça ne pouvait que me plaire. J'avais envie, dès le départ, de savoir comment ça allait se terminer et je l'ai lu avec frénésie parce que c'était hyper intéressant, hyper intriguant. J'ai adoré le style de l'autrice, j'ai adoré l'atmosphère, j'ai pris énormément de plaisir à lire ce titre, même si je dois vous avouer que au niveau des personnages, j'ai été un peu moins hypée. Le personnage principal m'a un petit peu agacée. Les personnages secondaires également, mais globalement c'était quand même une bonne moyenne. Je crois que j'ai mis 7 sur 10 au personnage. Et c'est un one shot, donc l'histoire est complète, il n'y aura pas de suite. On a un début, un milieu, une fin, et voilà, comme dit, c'était vraiment très très chouette. Je crois qu'il n'a pas encore été traduit en français, je ne sais pas s'il sera traduit un jour. En tout cas, si vous lisez en VO, c'était vraiment très sympa. Au mois de février, j'avais 3 lectures communes de prévues. Elles étaient calées et du coup, c'était un peu compliqué pour moi de commencer un nouveau titre de Mappal parce que sur les 1, 2, 3, 4 qui restaient, il y en avait 3 qui étaient déjà programmés à une date particulière et que je ne pouvais pas lire tout de suite. Et le dernier, j'avais prévu de faire une vidéo dédiée. Finalement, il n'y aura pas de vidéo dédiée à la lecture de ce titre. Mais pareil, la lecture de ce roman était déjà casée, donc c'était compliqué. Du coup, je me suis compliqué la vie, ou pas. J'ai sorti un autre titre de ma pile à lire et qui n'était donc pas prévu dans ma palle des cartes, ni dans ma pile à lire du Pollarton. J'ai lu le tome 3 de La Magie de Paris, ici et ailleurs, d'Olivier Gay. C'est le dernier tome de la trilogie, ce qui fait que j'ai terminé une série. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'en ai commencé pas mal quand même au mois de février. Pour ne pas vous spoiler sur le contenu du tome 1, du tome 2 et du tome 3, je vais vous donner plutôt le résumé du tome 1. On va faire la rencontre de Chloé qui vit à Paris, dans un univers moderne, dans notre monde. Si ce n'est qu'un beau jour au lycée, elle va sauver la vie d'un de ses camarades qui s'appelle Thomas. C'est bien ça. Et elle va lui sauver la vie en embrochant une créature qui s'avérera plus tard être une goule. On parle d'escrime, on parle de chevalier, on parle de sorcier, et en fait Thomas fait partie d'un groupe de sorciers qui luttent contre l'invasion des ghouls dans Paris, à travers le monde entier, mais principalement à Paris cette fois-ci. Les ghouls se faufilent dans notre monde grâce à des failles, et les sorciers comme Thomas sont là pour refermer ces failles. Chloé va donc être embarquée bien malgré elle dans cet univers, et c'est une trilogie que j'aime énormément. J'avais moins apprécié le tome 1 parce que je le trouvais plus jeunesse que ce à quoi je m'attendais, mais à coup de pain, c'est de ma faute, voilà, j'aurais dû me douter que c'était jeunesse, ça se passe au lycée, donc forcément c'était plus jeunesse que ce que j'ai l'habitude de lire. Donc le tome 1 a une bonne note, mais le tome 2 et le tome 3 ont eu des très bonnes notes. J'ai adoré lire ce livre, 10 sur 10. Pour le plaisir global à la lecture, c'était vraiment fantastique. J'ai appris à apprécier un peu plus certains personnages que j'appréciais pas forcément dans les tomes 1 et 2. On a des aspects assez dramatiques. Dans ce tome 3, on a une révélation concernant un personnage. Alors je vais pas vous dire ce que c'est parce que sinon ce serait vous spoiler, mais trigger warning, faites attention si vous lisez ce titre, si vous êtes sensible à certains sujets, sans vous dire quoi, renseignez-vous, voilà. Alors on parle pas forcément de torture, c'est pas une histoire gore, on est sur un deuil, mais sur un deuil bien particulier. Voilà, donc je vous laisse prendre vos précautions avec ce titre si jamais vous êtes sensible à ce type de sujet. L'atmosphère est fantastique, on change complètement de décor dans ce tome 3. Pareil, je vais pas vous en dire plus. Le style de l'auteur est incisif, drôle, mais avec une grosse goutte de sarcasme, d'humour noir que j'aime énormément. On est sur un humour un peu, beaucoup en dessous de la ceinture, qui au départ me gênait un peu, mais qui finalement me fait mourir de rire. Au niveau de la logique, je trouve que c'est pas vraiment ça. On a des grosses facilités, mais pour un récit jeune ado, ça passe. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads. Et dans Copile, il a atteint la note de 8,14. Je crois que je vous ai pas donné les notes pour Girl, Serpent, Thorn. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads. Et dans Copile, il a atteint la note de 8,43. Ensuite, j'ai lu La du prix de Guenièvre, le tome 1 de l'Ascension de Camelot de Kirsten White. Il était dans ma palle des cartes pour une lecture mood read, donc je pouvais lire ce que j'avais envie, et celui-ci m'avait été proposé en lecture commune par Roxane, et Magali nous a rejoint par la suite. Et il était dans ma pile à lire du Pollarton pour un livre avec du foil sur la couverture. Alors là, la jaquette est plutôt en brillant, mais sur le hardback, il y a effectivement
du foil. Comme vous devez vous en douter, il s'agit d'une réécriture de la légende du roi Arthur, mais du point de vue de Guenièvre, sauf que dans cette histoire, Guenièvre n'est pas celle qu'on croit. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le style de l'autrice, bien que, attention, ce roman a été publié aux éditions de Saxus avant la purge des correcteurs, traducteurs, donc il y a certains éléments qui sont pas très grammaticalement corrects, ni très français. Il y a certains moments qui m'ont fait lever les yeux au ciel au niveau de la traduction ou de la correction. Mais ils ont réussi à ne pas massacrer le style de l'autrice, contrairement au Royaume assassiné qui était imbuvable. Là, ça va encore. La traductrice est la même pour le tome 2, mais entre-temps, les correcteurs ont changé. Donc je me dis, peut-être que pour le tome 2, on aura moins de problèmes de traduction. Il y a un moment dans ce roman où il y a carrément une phrase de correction du style je ne sais pas quel verbe mettre à la place est encore visible dans la version définitive. Ça m'énerve. Quand tu payes 23 boules pour un bouquin, tu espères que au moins la correction a été faite correctement. Ça n'a pas été le cas pour ce titre. Je préfère vous prévenir. Si ça peut vous rebuter pour vous empêcher de l'acheter, ce que je comprendrais complètement. Je suis quand même ravie de l'avoir lu parce que c'était fantastique. L'histoire de base, je vous en ai parlé tout à l'heure, à partir du moment où on est sur une réécriture, que ce soit sur une légende, sur un conte, moi je suis hypée. Je ne connais pas l'histoire d'origine du roi Arthur, c'est pas un folklore dont je suis familière, mais ça m'a donné envie d'en découvrir un peu plus. On est sur une réécriture queer, je ne vous dirai pas à quel point. Je vous dirai pas si on parle du personnage principal ou d'un personnage secondaire. On a l'incursion de personnages d'une autre légende qui interviennent dans cette histoire, ce que j'ai beaucoup aimé, et qui risquent d'avoir leur importance pour la suite, en plus de l'histoire. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copile, il a atteint la note de 8,57. Pour les mêmes raisons qui font que j'ai lu le tome 3 de La Magie de Paris, c'est-à-dire j'avais DLC prévus et on n'était pas encore arrivé à la date, mais j'avais plus rien d'autre à lire, j'ai sorti de ma pile à lire, en plus de toutes ces lectures, le tome 3 de Louis Le Gallou, le maître des tours de Merle, de Jean-Luc Marcastel. Pour ne pas vous spoiler le tome 1, le tome 2 et le tome 3, je vais vous faire le résumé global du tome 1. On va faire la rencontre de Louis qui va découvrir un beau jour qu'il est un galou, autrement dit un loup-garou. Ça se passe en Occitania, une version modifiée de l'Occitanie telle qu'on la connaît de nos jours. Une faille traverse la France et de cette faille, de la brèche, sortent des créatures modifiées, des sangliers gigantesques, mangeurs d'hommes, ce genre de bestioles pas très sympathiques. On a un royaume gouverné par un tyran et des personnages, donc notre personnage principal Louis et deux de ses acolytes, plus ou moins liés à cette famille royale. Voilà. Et l'objectif de Louis, c'est de rejoindre la capitale pour tenter de destituer, en gros, le monstre qui est à la tête du royaume. Donc on va le suivre tome après tome avec ses acolytes dans ses aventures. Dans ce tome 3, Margot et, je me souviens plus du nom, Séverin. Margot et Séverin sont moins présents, donc les deux acolytes de Louis sont moins présents, mais c'est pas plus mal parce que ça nous permet d'approfondir la personnalité de notre personnage principal et de découvrir d'autres personnages qui vont avoir une grande importance dans la construction de son identité et de sa personnalité. Le style de l'auteur, je vous en ai parlé, je vous en reparle à chaque fois, est incroyable. Pendant toute la lecture, on a l'impression que Jean-Luc Marcastel, il est à côté de nous et qui nous raconte son histoire. Et c'est comme ça qu'il l'a voulu, c'est comme ça qu'il l'a écrit, puisque chaque tome commence par une mise en scène. On est dans une cabane, dans une maison. Tous les villageois sont rassemblés autour du foyer et autour du conteur qui va commencer à nous raconter l'histoire, les aventures de Louis. Et ensuite on enchaîne on reprend là où on s'était arrêté au tome précédent, les aventures de Louis. Ce que j'aime énormément également dans chacun de ces livres, c'est qu'à la fin on a des illustrations, des crayonnés de certains passages de l'histoire, des petits éléments d'histoire, d'architecture sur les lieux qu'on a visités parce qu'ils sont inspirés des lieux qui existent réellement.
et des recettes de cuisine qui, à chaque fois, me donnent envie de m'arracher les yeux tellement ça donne faim. Voilà, donc c'était fantastique. Je vous invite vraiment à découvrir cette série qui, je crois, est en 5 tomes. Malheureusement, je n'ai pas la suite dans ma palle et c'est une catastrophe, mais j'ai appris que Jean-Luc Marcastel, sera présent aux Imaginales et je suis ravie parce que ça va me donner l'occasion de retourner le voir, de discuter un peu avec lui. C'est vraiment un auteur que j'aime énormément. Je trouve qu'il a un style et une gentillesse qui déborde de lui. Ça se voit en fait que c'est quelqu'un de très sympa. Et j'ai hâte de le retrouver et de lui acheter, à mon avis, les 2 tomes d'un coup parce que je suis pas sûre que je pourrais attendre entre le tome 4 et le tome 5. Je sais plus s'il y a si c'est 4 ou 5, 5 ou 7 tomes, mais je crois que c'est 5. C'est pas grave. Voilà, donc je vous le conseille vraiment de tout cœur. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copa, il a atteint lui aussi la note de 8,57. Le prochain titre, c'est mon roman préféré du mois de février, et c'est la trilogie d'Eva Bad, le tome 1, La Cité de l'Étang de S.E. Chakraborty. Il était dans ma palle des cartes pour Friend Pick, c'est Diane qui l'a choisi parce qu'elle a lu le tome 1 et le tome 2, que le tome 3 va sortir normalement cette année, et qu'elle aimerait qu'on lise le tome 3 ensemble. J'ai adoré cette lecture. Je crois que ça m'a confortée dans l'idée que l'Oriental Fantasy, c'est vraiment un sous-genre de la fantasy que j'adore, puisque vous savez que j'ai énormément aimé Rosen de Laetitia Danae. On est de nouveau sur une fantasy inspirée par le folklore oriental dans cette histoire, dans cette trilogie, et c'était juste phénoménal. Les décors, la description des vêtements, de la nourriture, des traditions, ça m'a vraiment réchauffé le cœur et j'ai passé un très chouette moment. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Nari, qui est une jeune arnaqueuse. Elle fait croire aux gens qu'ils sont malades en invoquant, en faisant semblant d'invoquer des djinns, en soi-disant étant un peu médium, et elle les envoie chez un de ses amis qui possède une pharmacie, une apothicarie, et elle récupère la moitié, enfin une partie des bénéfices que son ami se fait. Sauf qu'un beau jour, en mettant en scène un exorcisme, elle va réellement invoquer un djinn et ce dernier va l'emmener avec lui à Devabad, la cité de l'Étang, pour une raison que je ne vous dévoilerai pas. Et donc on va assister à ce périple de Nari avec, je me souviens plus comment il s'appelle, Dara, jusqu'à Devabad. Ça prend un bon morceau de l'histoire, hein. C'est assez, pas contemplatif, mais ce premier tome est long à se mettre en place, mais tout en étant rythmé, parce que même s'il y a un bon moment qui se passe avant qu'ils arrivent vraiment à Devabad, on s'ennuie pas. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive, qui se déroule, soit parce que c'est plein d'action, soit parce que Dara raconte un petit peu de son histoire et de sa mythologie à Nari. Et la mythologie inspirée par le Moyen-Orient est tellement riche qu'on ne s'ennuie pas une seconde. J'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré le style de l'histoire, j'ai adoré les personnages, l'histoire de base, le côté intriguant, j'avais envie d'arriver au bout pour savoir ce qui allait se passer. On termine par un cliffhanger, je veux la suite maintenant. Je l'ai dans ma palle, je ne suis pas sûre que je le sortirai tout de suite. Je vais peut-être attendre que le tome 3 soit programmé, soit sorti. Je sais pas s'il y a déjà une date. C'est pas grave. Parce que je pense que je vais enchaîner le tome 2 et le tome 3. J'ai adoré ce moment de lecture. Ça m'a pris un certain temps, mais c'était très cool. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, et dans Copa, il a atteint la note de 9,14. J'ai oublié de vous dire que Devabad, c'était une lecture commune que j'ai faite avec Roxane de nouveau, et Diane l'avait déjà lu, mais elle a ponctué nos commentaires de ses propres commentaires et c'était assez fun. La prochaine lecture, je ne l'ai pas avec moi puisque c'était une lecture numérique. C'était également une lecture commune que j'ai faite avec Alicia. C'est le premier tome de Fleur d'Oko de Laetitia Danae, dont je viens de vous parler parce que j'ai évoqué Rosen. Ce titre faisait partie de ma palle des cartes pour un titre du PLIB, puisqu'il était sélectionné pour le PLIB de cette année. C'est celui-ci que j'avais choisi parce qu'il a été offert aux membres du jury du PLIB par l'éditeur, mais l'histoire de base ne m'inspirait pas forcément plus que ça. On est sur un récit inspiré par le folklore africain.
Et au départ, je pensais qu'on était inspiré plutôt par l'Asie, mais non, pas du tout. My bad, voilà, c'est le prénom Oko en fait qui m'a induite en erreur moi-même. Si j'avais été un peu plus attentive à la couverture, j'aurais vu qu'on était plutôt sur l'Afrique que sur l'Asie. C'est pas très grave. Je n'ai pas été forcément hyper intriguée par le déroulé de l'histoire, par le destin des personnages. Voilà, j'ai lu le récit, mais sans forcément être accrochée à mon siège parce que je voulais savoir ce qui allait se passer. Le style de l'autrice est bon, mais n'a rien de phénoménal. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère parce qu'on est sur, en fait, notre personnage principal, Oko, qui va être accueilli dans une école de magie. Et on va suivre un petit peu tout ce processus de magie. On est plus sur de la magie chamanique en réalité, sur de la magie des éléments. Et ça j'ai beaucoup aimé. Par contre, on a des personnages qui sont assez jeunes et on assiste un petit peu à des guéguerres entre les personnages, des petits coups en douce. Voilà, un peu. Ça, c'est un côté qui m'a pas trop plu. Par contre, la fin laisse présager une suite assez sympa. Donc je suis curieuse de connaître la suite de cette histoire. Je lui ai mis 13 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads, et dans Copile il a atteint la note de 6,71. Et le dernier titre que j'ai lu au mois de février, c'est aussi pour ça que vous avez mon update lecture très tard, c'est parce qu'en fait ça m'a pris énormément de temps pour le finir, et je l'ai fini le 7 mars. Donc je le compte quand même dans mon update lecture du mois de février, mais voilà, ça m'a pris un temps infini pour le lire. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce que j'avais juste pas envie de lire en fait. J'avais envie de faire autre chose, ou de ne rien faire. Mais lire, voilà, j'ai eu un petit peu une panne de lecture à la fin du mois de février. J'ai quand même lu L'ours et le rossignol, le tome 1 de la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Ardenne. Je vais y arriver. Il était dans ma pile des cartes parce que c'était le mieux noté sur Goodreads dans ma pile à lire. Et il était dans ma pile à lire du Polarton. Il y a un bourdon qui vient de rentrer dans la cuisine. Il est gros comme ça. Va-t'en. Oui, voilà, merci. Tout va bien. Il était donc dans ma pile à lire du Polarton pour une polar fantasy, donc une fantasy polaire. Et effectivement, on est dans un univers inspiré par le folklore russe. Oui, c'est ça. Et on va faire la rencontre de Vassia qui a la capacité de voir un petit peu les esprits de la maison. Voilà, l'esprit du feu, l'esprit des animaux de l'écurie, etc. Enfin, les animaux de l'écurie sont des chevaux, Noémie. Les animaux de l'étable, c'était plutôt ça que je voulais dire. Bref, peu importe, je pense que vous avez compris le principe. Son père va se remarier et malheureusement sa nouvelle femme, si elle voit également les esprits, c'est quelqu'un de très croyant et elle considère que c'est une malédiction, que ces esprits sont une malédiction et elle refuse de les voir. Il va y avoir un peu un conflit du coup entre Vassia et sa nouvelle belle-mère et on va suivre les aventures de cette jeune fille qui au début de l'histoire est toute jeune. On va même assister à sa naissance quasiment. Même pas que quasiment, on va assister à sa naissance et on va la suivre jusqu'à ses 12, 14, 16 ans, je ne sais plus. On va avoir une incursion de fantastique, fantasy dans cet univers. Ça fait vraiment très conte. On est sur un récit contemplatif, très lent à se mettre en place. Je pense qu'on aura un peu plus d'action dans la suite de la trilogie, en tout cas je l'espère, parce que même si moi j'ai apprécié ce côté à raconter, je sais que ça peut être long et fastidieux pour certaines autres personnes. Donc, je me suis pas forcément attachée aux personnages, que ce soit notre héroïne ou les personnages secondaires. Par contre, l'atmosphère est fantastique, le style de l'autrice c'est génial et ça m'a énormément plu de le découvrir. J'ai lu la version audio en même temps que j'avais la version papier sous les yeux. Le narrateur est incroyable, c'était très très chouette. Franchement, c'était très très chouette et je vous recommande cette histoire. Attention, je préfère vous le dire, voilà, c'est vraiment très lent. Donc, ne venez pas me hurler dessus en me disant oui, c'était super long, je me suis ennuyée, voilà. Vous êtes prévenus, c'est lent, mais c'est très beau. Donc, je vous la conseille quand même. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copile, il a atteint la note de 8. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé.
N'hésitez pas également à me dire quelles sont vos dernières lectures, quels sont les titres que vous avez lus au mois de février, est-ce que vous avez eu des coups de cœur, est-ce qu'il y a des titres que vous avez abandonnés. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!